Quand le docteur Martin sortit de la salle d'opération avec le visage blême et annonça que Julie Dupont, 28 ans, était morte pendant la césarienne d'urgence suite à des complications imprévues, sa belle-mère Patricia éclata en sanglots, qui semblaient être de douleur, mais qui cachaient un sourire de triomphe. Son mari Marc serra dans ses bras celle que tous croyaient être son assistante, mais qui était en réalité sa maîtresse depuis 2 ans, et son beau-père Victor pensait déjà à comment modifier le testament pour exclure cette belle fille qu'il avait toujours méprisée parce qu'elle venait d'une famille modeste du Sud. Mais aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que le médecin dit immédiatement après, d'une voix tremblante, que Julie avait donné naissance à 2 jumeaux avant de mourir, un garçon et une fille en parfaite santé qui étaient désormais les seuls héritiers légitimes de l'empire pharmaceutique des Beaumont, et qu'il y avait autre chose, quelque chose qui détruirait tous leurs plans et révélerait des secrets qui auraient dû rester enterrés à jamais, parce que Julie avait laissé une lettre qu'elle avait écrite des semaines auparavant, comme si elle savait qu'elle n'allait pas survivre, et ce qui y était écrit allait tout changer. Si tu es prêt pour cette histoire, écris en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. L'hôpital américain de Paris à Neuilly-sur-Seine était enveloppé dans le silence de cette nuit de novembre, un silence brisé seulement par le bourdonnement des néons et le tic-tac de l'horloge dans la salle d'attente du service maternité. C'était l'un des établissements les plus prestigieux de France, où les riches et les puissants venaient accoucher entourés de tout le confort possible, où la douleur était anesthésiée et la mort soigneusement tenue à l'écart des regards. Les murs bleu pâle semblaient absorber chaque émotion, chaque espoir, chaque peur de ceux qui attendaient des nouvelles de l'autre côté de ces portes coulissantes qui séparaient la vie de la mort. Marc Beaumont faisait les 100 pas avec des mouvements nerveux qui n'avaient rien à voir avec l'anxiété d'un mari inquiet pour sa femme. Il avait 32 ans. Des cheveux bruns plaqués en arrière avec du gel, un costume bleu marine qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois, et des yeux froids qui trahissaient une impatience qui n'était pas celle de quelqu'un qui attend la naissance de son enfant. Il consultait obsessionnellement son téléphone, échangeant des messages avec quelqu'un qui n'était pas sa femme, quelqu'un qui attendait en ce moment même dans sa voiture sur le parking de l'hôpital. Frédéric, son assistante personnelle, celle que tout le monde au travail pensait être juste une collaboratrice efficace, mais qui en réalité partageait son lit depuis plus de 2 ans. Sa mère, Patricia Beaumont, était assise sur l'une des chaises en plastique, le dos droit comme un I, et une expression qui oscillait entre l'inquiétude étudiée et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la satisfaction. Elle avait 65 ans. Des cheveux teints d'un châtain artificiel, une robe bleu nuit avec un collier de perles qui valait autant qu'un appartement, et cette froideur dans les yeux qu'elle avait transmise à son fils. Elle n'avait jamais accepté Julie, cette fille du Sud qui avait osé tomber amoureuse de son fils, et pire encore, l'épouser. Une fille de Marseille. Fille d'un petit commerçant et d'une institutrice, sans nom, sans argent, sans relation. Une fille qui avait eu l'audace de tomber enceinte et de mener cette grossesse à terme, malgré toutes les suggestions subtiles que Patricia lui avait faites pour la convaincre de ne pas le faire, malgré les insinuations que cet enfant pourrait compliquer les choses pour tout le monde. Victor Beaumont, le patriarche de la famille, se tenait debout près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. C'était un homme de 70 ans qui en paraissait 10 de moins, avec des cheveux gris soignés et un maintien qui parlait de génération de richesse et de privilèges. Il avait bâti l'empire pharmaceutique des Beaumont en partant de l'entreprise de son père et en la transformant en un géant pesant des milliards d'euros. Il n'avait jamais été un homme sentimental, et il ne l'était certainement pas ce soir. Son esprit était déjà au travail, calculant les implications juridiques et financières de ce qui se passait. Si Julie mourait et le bébé avec elle, et tout redeviendrait comme avant. Marc pourrait se remarier, peut-être avec quelqu'un de plus approprié à leur statut, et la ligne de succession resterait propre. Aucun des 3 ne priait réellement pour le salut de Julie. Aucun des 3 n'espérait que cette fille courageuse, qui avait défié leurs conventions, survive.
Ils étaient là par devoir social, pour maintenir les apparences, pour s'assurer que tout se déroule selon leur plan. Et puis, les portes s'ouvrirent. Le docteur Martin sortit, sa blouse encore tachée de sang et une expression sur le visage difficile à déchiffrer. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des années d'expérience derrière lui. Mais ce soir, il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Il regarda la famille Beaumont et prononça les mots qu'ils attendaient. Julie n'avait pas survécu. Complications pendant la césarienne d'urgence. Hémorragie incontrôlable. Ils avaient fait tout leur possible, mais cela n'avait pas suffi. Marc baissa la tête dans ce qui devait ressembler à un geste de douleur. Patricia porta une main à sa poitrine avec une exclamation étouffée. Victor ferma les yeux et secoua lentement la tête. Mais le médecin n'avait pas terminé. Le docteur Martin regarda la famille avec une expression qui avait changé, qui était devenue quelque chose de plus complexe, quelque chose qui mélangeait la douleur professionnelle avec une autre émotion qu'aucun des Beaumont ne réussit à identifier immédiatement. Il dit qu'il y avait autre chose. Il dit que Julie avait donné naissance à 2 bébés avant de mourir, 2 jumeaux, un garçon et une fille, en parfaite santé. Le silence qui suivit ces mots fut assourdissant. Marc releva brusquement la tête, les yeux soudain écarquillés. 2 bébés? Julie attendait des jumeaux, mais les échographies avaient toujours montré un seul fœtus. Comment était-ce possible? Le médecin expliqua que cela arrivait parfois, que le second jumeau pouvait se cacher derrière le premier sur les échographies, que c'était rare mais pas impossible. Il dit que les bébés allaient bien, qu'ils étaient au service de néonatologie, qu'ils pouvaient les voir quand ils le souhaitaient. Mais aucun des Beaumont ne se dirigea vers la néonatologie. Patricia s'était figée comme si quelqu'un lui avait versé de l'eau glacée dessus. 2 héritiers, 2 petits-enfants qui portaient le sang des Beaumont, mais aussi celui de cette fille du Sud. 2 enfants qui avaient des droits légaux sur l'héritage, sur la fortune, sur tout ce que la famille avait construit pendant des générations. Victor avait déjà l'esprit qui fonctionnait à toute vitesse. Les bébés changeaient tout. S'ils étaient reconnus comme enfants légitimes de Marc, et il n'y avait aucun moyen de l'éviter puisque Julie était légalement son épouse, ils auraient droit à une part substantielle de l'héritage. Les lois françaises sur la succession étaient claires. Les descendants directs avaient des droits qui ne pouvaient pas être facilement contournés. Marc pensait à Frédéric, son assistante et maîtresse qui attendait dans la voiture. Il pensait au plan qu'ils avaient fait ensemble, à l'avenir qu'ils avaient imaginé une fois que Julie serait hors du tableau. Un avenir qui semblait maintenant beaucoup plus compliqué que prévu. Mais le docteur Martin n'avait pas encore terminé. Il dit qu'il y avait autre chose. Il dit que Julie avait laissé une lettre. Une lettre qu'elle avait remise à une infirmière 3 semaines auparavant, avec des instructions précises de la remettre au médecin traitant uniquement si elle ne survivait pas à l'accouchement. Une lettre qui n'avait été ouverte que quelques minutes plus tôt. Le médecin sortit de la poche de sa blouse une enveloppe blanche, légèrement froissée, avec le nom Julie Beaumont écrit d'une écriture élégante. Il dit que normalement, il aurait dû la remettre aux autorités compétentes, mais que le contenu était si délicat qu'il avait décidé d'informer d'abord la famille. Il dit que ce qui y était écrit aurait des conséquences juridiques significatives. Les 3 Beaumont échangèrent des regards qui trahissaient la première véritable inquiétude de cette soirée. Julie savait. D'une manière ou d'une autre, cette fille que tous avaient sous-estimée avait su. Le docteur Martin ouvrit l'enveloppe et commença à lire à voix haute, sa voix ferme, mais chargée d'une émotion qui grandissait à chaque mot. Julie avait écrit cette lettre 3 semaines plus tôt, quand elle avait commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas, quand elle avait commencé à sentir que peut-être elle ne verrait pas ses enfants grandir. Les médecins lui avaient dit que la grossesse gémellaire présentait certains risques, que son petit corps fragile avait du mal à supporter le poids de 2 bébés. Mais Julie avait ressenti autre chose, un pressentiment qu'elle ne pouvait pas expliquer, mais qu'elle ne pouvait pas ignorer. Elle avait écrit qu'elle avait découvert la vérité sur Marc et Frédéric 6 mois plus tôt, qu'elle les avait vus ensemble dans un restaurant à Nice, loin des regards parisiens, qu'elle avait suivi son mari ce soir-là, parce que quelque chose dans son comportement ne collait pas,
qu'elle avait découvert l'appartement qu'il avait acheté pour sa maîtresse avec l'argent de la famille. Un appartement dans le Marais où les deux se retrouvaient chaque fois que Marc disait être en voyage d'affaires. Elle avait écrit qu'elle avait contacté un avocat en secret, un avocat qui ne faisait pas partie du cercle des Beaumont, un avocat qui l'avait aidé à protéger les droits de ses enfants. Elle avait écrit qu'elle avait modifié son assurance vie, dont elle était la seule titulaire, en désignant ses futurs enfants comme uniques bénéficiaires, excluant complètement Marc. Mais ce n'était pas tout. Julie avait écrit qu'elle avait découvert autre chose, quelque chose de beaucoup plus grave. Elle avait découvert que les Beaumont étaient sur le point de signer un accord qui vendrait une partie de l'entreprise pharmaceutique à un fonds d'investissement étranger, un accord qui mettrait des millions dans les poches de Victor et Patricia, mais qui signifierait aussi la fermeture de 3 usines en France et le licenciement de milliers de travailleurs. Un accord qui avait été tenu secret même aux autres membres du conseil d'administration. Julie avait copié les documents, tous, et elle les avait remis à son avocat avec des instructions précises. S'il lui arrivait quelque chose, si elle mourait dans des circonstances ne serait-ce que vaguement suspectes, ces documents seraient remis à la Direction générale des finances publiques et à la presse. La lettre se terminait par des mots que le docteur Martin lut d'une voix brisée par l'émotion. Julie écrivait à ses enfants qu'elle savait ne pas pouvoir voir grandir. Elle écrivait qu'elle les aimait plus que tout au monde, qu'elle avait fait tout cela pour les protéger, qu'elle espérait qu'un jour, ils pourraient lui pardonner de ne pas avoir été là. Elle écrivait qu'elle avait nommé sa sœur Claire comme tutrice légale, qu'elle s'était assurée qu'ils aient un avenir loin de cette famille qui ne les aimerait jamais comme ils le méritaient. Quand le médecin eut fini de lire, le silence dans la salle d'attente était total. Patricia était devenue blanche comme un linge. Les perles autour de son cou semblaient lui serrer la gorge comme un nœud coulant. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Victor semblait avoir perdu 10 ans de vie en quelques minutes. Son assurance de patriarche, qui avait toujours tout contrôlé, soudainement évanouie. Marc regardait la lettre comme si c'était un serpent sur le point de le mordre, incapable de traiter ce qu'il entendait, incapable de croire que Julie, sa douce et naïve Julie, avait été capable de tout cela. Et puis, par la porte donnant sur le couloir, entra une femme qui allait porter le coup final à cette famille qui se croyait intouchable. Claire Moreau avait 30 ans et la même beauté méditerranéenne que sa sœur Julie, les mêmes cheveux bruns, les mêmes traits délicats, mais avec quelque chose de plus dur dans les yeux, quelque chose qui parlait de bataille, menée et gagnée. Elle était avocate, spécialisée en droit de la famille, et travaillait dans un cabinet qui s'occupait principalement de protéger les femmes et les enfants dans des situations familiales difficiles. Elle avait passé les 6 derniers mois à se préparer pour ce moment, étudiant chaque document que Julie lui avait envoyé, construisant un dossier qui ne laisserait aucune échappatoire aux Beaumont, espérant que le moment de l'utiliser n'arriverait jamais, mais sachant au fond de son cœur qu'il arriverait probablement. Elle entra dans la salle d'attente, accompagnée de 2 hommes en costume-cravate, que les Beaumont reconnurent immédiatement. C'étaient des enquêteurs de la brigade financière. Claire regarda la famille de sa sœur avec une expression qui mélangeait la douleur de la perte avec une détermination féroce. Elle ne dit pas un mot de salutation, n'offrit pas de condoléances, ne feignit pas un respect qu'elle ne ressentait pas. Elle s'adressa directement au docteur Martin et lui demanda de voir les bébés, ses neveux, les enfants de sa sœur. Patricia tenta d'intervenir, d'affirmer les droits de la famille, de rappeler à tous que ces bébés étaient des Beaumont, qu'ils portaient leur nom, qu'ils leur appartenaient. Mais Claire l'interrompit d'une voix glaciale. Elle dit que ces bébés ne portaient le nom de Beaumont que par une erreur qui serait bientôt corrigée. Elle dit que Julie avait entamé les procédures de divorce 3 mois plus tôt, des procédures que Marc n'avait jamais reçues parce qu'elle les avait déposées dans un tribunal d'une autre ville, en attendant le bon moment. Elle dit que selon la loi française, le divorce serait devenu effectif automatiquement, et les bébés pourraient prendre le nom de leur mère.
Mais il y avait autre chose, dit Claire, et sa voix devint encore plus dure. Elle dit que Julie avait fait faire un test ADN en secret, en utilisant des échantillons qu'elle avait prélevés sur Marc pendant son sommeil. Elle dit que les résultats avaient été surprenants. Elle dit que Marc Beaumont était stérile, qu'il l'avait toujours été, qu'il ne pouvait pas être le père biologique de ses jumeaux. Le silence qui suivit fut différent de tous les précédents. Ce fut un silence chargé de choc, d'incrédulité, d'une vérité que personne n'avait vue venir, une vérité qui changeait complètement la donne. Marc balbutia quelque chose, nia avec véhémence, dit que c'était impossible, que ses bébés étaient les siens, que Julie ne l'aurait jamais trompé, qu'elle avait toujours été si dévouée, si amoureuse, si naïve. Mais Claire sortit de son sac une pochette avec le logo d'un laboratoire d'analyse génétique suisse, un laboratoire réputé dans le monde entier pour la précision de ses résultats. Les résultats étaient sans équivoque, certifiés et impossibles à contester. Marc Beaumont n'était pas le père biologique des jumeaux de Julie. Patricia s'effondra sur une chaise, le visage un masque d'horreur, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de s'accrocher à son mari qui semblait tout aussi dévasté. Si ces bébés n'étaient pas les enfants de Marc, ils n'avaient aucun droit sur l'héritage des Beaumont. Mais cela signifiait aussi que Julie les avait trompés, que cette fille du Sud qu'ils avaient toujours méprisée les avait tous dupés, qu'elle avait été plus maligne qu'eux pendant tout ce temps. Mais qui était le père? Claire regarda la famille Beaumont avec une expression qui était devenue presque compatissante, comme si elle était sur le point de révéler quelque chose qui ferait s'effondrer tout leur monde, construit sur des mensonges et des apparences. Elle dit que Julie n'avait jamais trompé personne. Elle dit que sa sœur était la personne la plus honnête et la plus loyale qu'elle ait jamais connue. Elle dit que la vérité était beaucoup plus simple et beaucoup plus douloureuse qu'il ne pouvait l'imaginer. Les jumeaux avaient été conçus par fécondation assistée. Julie avait découvert la stérilité de Marc lors des premiers essais pour tomber enceinte 2 ans plus tôt. Elle avait fait faire des examens à son mari sans qu'il le sache, en utilisant la même méthode des échantillons prélevés pendant son sommeil. Quand elle avait découvert la vérité, elle avait compris que Marc lui avait menti pendant tout leur mariage, feignant de vouloir des enfants alors qu'il savait qu'il ne pouvait pas en avoir, lui promettant une famille qu'il ne pourrait jamais lui donner. Mais au lieu de l'affronter, au lieu de demander le divorce immédiatement, Julie avait pris une décision différente, une décision courageuse et peut-être folle. Elle avait décidé d'avoir des enfants quand même, des enfants qui seraient à elle et à elle seule, des enfants que personne ne pourrait lui enlever. Elle avait trouvé une clinique à Genève qui proposait la fécondation avec donneur anonyme. Elle avait utilisé l'argent de son petit compte personnel que les Beaumont ne contrôlaient pas, ses économies d'années de travail avant le mariage, et elle avait tout mené en secret, voyageant en Suisse sous prétexte de rendre visite à une amie. Marc n'avait jamais été le père de ses bébés, ni biologiquement, ni légalement, puisque le consentement à la fécondation assistée devait être donné par les 2 époux, et qu'il n'avait jamais rien signé. Les jumeaux étaient les enfants de Julie et d'un donneur anonyme, ce qui signifiait que les Beaumont n'avaient aucun droit sur eux. Mais Claire n'avait pas terminé. Elle dit que Julie avait aussi laissé autre chose, une vidéo qu'elle avait enregistrée 2 semaines avant, dans laquelle elle racontait tout. Sa découverte de la stérilité de Marc, sa décision d'avoir des enfants par fécondation, sa découverte de la relation entre Marc et Frédéric, les documents sur l'accord secret pour vendre une partie de l'entreprise, et autre chose, quelque chose qui concernait la mort du père de Julie, survenue 5 ans plus tôt dans un accident de voiture que les autorités avaient classé comme une fatalité. Julie avait découvert que cet accident n'en était pas un. Elle avait trouvé des emails entre Victor et un certain monsieur Dupuis, des emails qui parlaient de régler le problème du père de Julie, qui s'était opposé au mariage entre sa fille et Marc parce qu'il avait pressenti quel genre de famille étaient les Beaumont. Les enquêteurs de la brigade financière s'avancèrent. L'un d'eux informa Victor Beaumont qu'il était en état d'arrestation pour fraude fiscale, manipulation de marché et dans l'attente d'investigations supplémentaires, possible implication dans un homicide involontaire.
Patricia hurla, tenta de s'accrocher à son mari, cria que tout était faux, que cette fille du Sud leur avait tendu un piège, que c'était une vengeance. Mais personne ne l'écoutait. Marc resta immobile, le regard perdu dans le vide, tandis que sa vie parfaite s'effondrait autour de lui. 6 mois plus tard, Claire Moreau se tenait debout dans la chambre d'enfant de l'appartement qu'elle avait acheté avec l'argent de l'assurance vie de Julie, regardant ses neveux dormir dans leur berceau jumeaux. Le garçon s'appelait Laurent, comme le père de Julie et Claire, l'homme bon et honnête qui avait été assassiné pour s'être opposé à cette famille de serpents. La fille s'appelait Julie, comme la mère qu'elle ne connaîtrait jamais, mais qui avait tout fait pour la protéger. Par la fenêtre, le soleil de mai illuminait les collines provençales qui entouraient le petit village de Gordes où Claire avait décidé de s'installer, loin de Paris, loin des Beaumont, loin de tout ce qui avait causé tant de douleur à sa sœur. Elle avait acheté une vieille masse qu'elle restaurait petit à petit, une maison avec un grand jardin où Laurent et Julie pourraient jouer, courir, grandir libres de tout le poison qui avait entouré leur naissance. Les mois précédents avaient été un tourbillon d'événements qui avaient fait la une dans toute la France, remplissant les premières pages des journaux pendant des semaines. L'arrestation de Victor Beaumont n'avait été que le début d'un scandale qui avait secoué le monde des affaires français. Les enquêtes avaient révélé un réseau de corruption, d'évasion fiscale et d'accords illicites qui duraient depuis des décennies, impliquant des politiciens, des banquiers et d'autres entrepreneurs. Patricia avait été mise en examen comme complice et avait dû renoncer à tous ses biens pour payer les frais juridiques, se retrouvant pour la première fois de sa vie à devoir affronter la réalité qu'elle avait toujours méprisée. Marc avait été licencié du conseil d'administration de l'entreprise familiale, exclu de tout héritage. Et Frédéric l'avait quittée dès qu'elle avait compris qu'il n'y avait plus d'argent à soutirer, disparaissant avec un autre homme riche qu'elle avait rencontré lors d'une des fêtes où Marc l'emmenait. L'empire des Beaumont s'était effondré complètement, pièce par pièce, révélant des fondations pourries qui avaient été cachées pendant des générations. Mais pour Claire, rien de tout cela n'avait d'importance. La seule chose qui comptait, c'était ces 2 bébés qui dormaient paisiblement dans leur berceau, inconscients de toute la douleur et la méchanceté qui avaient entouré leur naissance, inconscients du fait que leur mère avait tout sacrifié pour leur donner une vie libre. Julie avait gagné. Depuis la tombe, cette fille du Sud que tous avaient sous-estimée, cette femme courageuse qui avait aimé de tout son cœur, avait vaincu toute une famille de prédateurs. Elle avait protégé ses enfants, elle avait rendu justice à son père, elle avait exposé la vérité qui aurait dû rester enterrée à jamais. Claire prit dans ses bras la petite Julie qui s'était réveillée et la berça doucement, fredonnant la même berceuse que leur mère leur chantait quand elles étaient petites, une vieille chanson provençale qui parlait d'étoiles et de rêves et d'un amour qui ne finit jamais. Elle pensa à sa sœur, à tout ce qu'elle avait sacrifié, à tout ce qu'elle avait enduré en silence, pendant des années en vivant dans cette famille qui ne l'avait jamais acceptée. Elle pensa au courage qu'il avait fallu pour faire ce qu'elle avait fait, pour planifier chaque détail, en sachant qu'elle ne serait peut-être pas là pour en voir les résultats, pour protéger ses enfants au prix de son propre bonheur. Et elle pensa aux jumeaux, à Laurent et Julie, qui grandiraient en connaissant la vérité sur leur mère extraordinaire, en sachant qu'ils avaient été aimés plus que tout au monde, en sachant que la femme qui les avait mis au monde avait donné sa vie pour les protéger. La porte de la chambre s'ouvrit doucement, et Marie, la nounou que Claire avait engagée, une femme gentille du village voisin qui avait élevé 3 enfants et en avait vu naître des dizaines, entra avec 2 biberons chauds. Claire sourit à la femme avec gratitude et lui passa la petite Julie, puis alla chercher Laurent, qui se réveillait dans son berceau avec un petit bâillement. Pendant qu'elle nourrissait son neveu, regardant le soleil qui illuminait la pièce d'une lumière chaude et dorée, Claire fit une promesse silencieuse à sa sœur. Elle élèverait ses enfants avec tout l'amour du monde. Elle leur raconterait la mère courageuse qu'ils avaient eue, la femme qui avait défié un empire pour les protéger. Elle les élèverait loin de la méchanceté et de l'avidité qui avaient détruit la famille Beaumont, leur enseignant les valeurs que Julie avait toujours incarnées.
Par la fenêtre, une papillon blanc se posa sur le rebord de la fenêtre de la chambre d'enfant, resta immobile un long moment comme s'il regardait à l'intérieur avec une infinie douceur, puis s'envola vers le ciel bleu de mai, libre et léger comme l'âme de quelqu'un qui a enfin trouvé la paix. La vie continuait. Une nouvelle histoire commençait. Et quelque part, Julie souriait en regardant ses enfants enfin en sécurité. Si cette histoire t'a rappelé que l'amour véritable ne meurt jamais et que la justice trouve toujours un chemin, laisse une trace de ton passage avec un cœur. Et si tu veux soutenir ceux qui racontent des histoires qui touchent l'âme, tu peux le faire avec un merci du fond du cœur, grâce à la fonction super merci juste en dessous. Chaque geste compte, tout comme celui de Julie qui a protégé ses enfants jusqu'à son dernier souffle.